Alain Juppé, Bordeaux est belle, Bordeaux n'est plus endormie, mais vous la souhaitez aussi active et productive. Alors, parlez-nous de cette ambition de développer une métropole productive. D'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à votre forum et me réjouir que vous ayez pu rejoindre Bordeaux sans trop de difficultés. Et merci de rappeler que la ligne à grande vitesse est un outil de développement extraordinaire. Parce que dans l'ère du temps, tout le monde tape sur les TGV en expliquant qu'ils sont responsables de la faillite de la SNCF. C'est pas tout à fait aussi simple. Et moi, je me réjouis en tout cas que nous soyons maintenant à 2h04 de Bordeaux. Bienvenue aussi et merci d'avoir changé complètement le contexte de cette rencontre, puisqu'il pleut à Bordeaux depuis le 1er janvier, et grâce à votre arrivée, le soleil est au rendez-vous. Donc, merci beaucoup. Bordeaux, ville productive, je ne sais pas si j'ai choisi véritablement ce titre. Ville attractive, en tout cas. Alors, je ne vais pas vous accabler avec les palmarès qui nous placent tout à fait en haut du podium. L'un des derniers en date, The Great Place to Work de l'Institut Think. Je parle pas souvent franglais, mais enfin là il faut y aller. Nous sommes la ville préférée des Français pour la 4e année consécutive. Et il y a d'autres classements qui nous mettent aussi sur ce podium. Pourquoi cette attractivité? Vous l'avez dit, la ville est belle. Elle a toujours été, c'est pas nous qui l'avons inventé. On l'a beaucoup embelli au cours des 20 dernières années. C'est un travail collectif des élus, des services, des architectes, des urbanistes qui nous ont beaucoup aidés. Il y en a 2 ici que je salue, Nicolas Michelin, qui est le responsable de l'opération des bassins à flot, et Youssef Tomé, qui est le responsable de Brazza, les architectes bordelais aussi qui sont là, nombreux. Mais c'est une ville industrieuse, productive. Hein. Souvent, quand on parle de Bordeaux, qualité de vie, le vin, etc., la fête, le bassin d'Arcachon, on travaille à Bordeaux. Hein, on travaille aussi, et nous avons des pôles de développement extrêmement importants. Ça, c'est la SNCF, non? D'abord, le tourisme, bien sûr, et le tourisme appuyé sur la richesse patrimoniale de la ville et aussi sur son attractivité vitivinicole. Nous avions 2 millions de touristes il y a une dizaine d'années. Nous en avons, d'après des comptages assez fiables, on me communique à peu près 6 millions aujourd'hui. Le tourisme vitivinicole en particulier, appuyé maintenant sur la Cité du Vin. Mais il n'y a pas que cela. Bordeaux est aussi un pôle aéronautique et spatial de première importance. Si je vous dis aéronautique, vous allez me répondre naturellement Toulouse. Ça va de soi. Mais à Bordeaux, nous avons Dassault qui assemble à la fois les Rafales et les Falcon. Nous avons Thales qui vient d'investir massivement sur l'aéroparc où il y a aujourd'hui près de 2500 collaborateurs, chercheurs, cadres, ingénieurs de Thales qui travaillent sur ce site. Nous avons aussi Ariane Group qui travaille à la propulsion de Ariane 5, et puis toute une série de sous-traitants très développés en particulier dans la maintenance aéronautique. Donc le pôle aéronautique pour nous est absolument essentiel. 3e secteur d'activité très soutenu, les filières numériques et informatiques. Nous avons le label French Tech, comme beaucoup de villes, mais derrière tout cela, il y a un terreau de start-up extrêmement développées, innovantes. Je racontais tout à l'heure qu'avant-hier, j'ai procédé à une opération chirurgicale. Le patient est vraisemblablement mort, mais comme il était virtuel, je vous rassure, c'est une entreprise bordelaise qui s'appelle Healthcare, je crois, si je me souviens bien, qui développe des techniques de formation des médecins à partir de l'e-médecine. Donc j'ai coiffé un casque, je me suis retrouvé dans une salle d'opération, j'avais devant moi un patient, on m'a donné un bistouri qu'il a fallu que j'attrape avec une poignée virtuelle, et puis j'ai fait une incision et j'ai placé un cathéter dans l'artère. Voilà, ça s'est arrêté là. Bref, une très grande richesse. Je vois que Youssef Tomé se touche la poitrine. Non, mais je n'opère que virtuellement. Donc tout ça pour dire que French Tech pour nous c'est extrêmement important, et le secteur de la santé aussi est un secteur très développé. Le premier employeur régional, c'est le CHU, 14 000 salariés, avec évidemment des activités médicales, mais aussi de recherche extrêmement poussée, avec une université qui est également une université d'excellence, puisqu'elle a obtenu ce label dans le cadre du programme des investissements d'avenir. Voilà donc ce qu'est
ce qu'est Bordeaux aujourd'hui, une ville tout à fait attractive et qui, évidemment, est confrontée à la contrepartie de ce succès, de cette croissance démographique, de cette attractivité auprès en particulier des cadres parisiens, mais pas que. Et les contreparties, elles sont au nombre de deux pour l'essentiel. D'abord, bien sûr, le logement. Hein. Pour la première fois, chère Elisabeth Touton, il y a un article dans Sud-Ouest ce matin qui nous dit que les prix baissent. Alors, je ne sais pas où ils ont trouvé ça, mais enfin bon. Comme ils faisaient depuis quelque temps un article tous les jours pour dire que ça montait, voilà. Donc nous sommes en tension, nous sommes un secteur en tension parce que la demande est forte et qu'il faut construire beaucoup, construire de qualité. Ça pose toute une série de problèmes, mais on peut y revenir si vous le souhaitez. Et la deuxième contrepartie, c'est la mobilité. Alors je ne vais pas éluder les mauvais classements. Nous sommes aussi classés comme la 3e agglomération la plus congestionnée de France, avec une rocade qui est sous-dimensionnée, qui accueille un trafic de poids lourds internationaux qui est en grande partie responsable de cette embolie de la rocade et pour lesquelles nous sommes en train de développer toute une série de solutions qui viendront sur le court et moyen terme. Voilà un peu ce qu'est Bordeaux aujourd'hui. Donc une ville en croissance qui va continuer sa croissance. Et une question qu'on nous pose parfois, est-ce qu'il faut arrêter cette croissance ? Et vous répondez ? Non. Non, mais ce n'est pas une question théorique. L'autre jour, je présidais un comité de pilotage pour une de nos opérations d'intérêt métropolitain. On a créé ce concept dont la loi prochaine là, sur le logement va s'inspirer, je crois, donc sur l'aéroparc, autour de l'aéroport. 40 000 emplois sont déjà là. Je vous ai parlé de Thales, de Dassault, de Sabena Technics, d'Ariane Group, etc. Perspective de 10 000 emplois dans les prochaines années. Et le thème de la réunion, c'était est-ce qu'il faut mettre le pied sur le frein ? Est-ce qu'il faut refuser l'arrivée d'un certain nombre d'entreprises qui viennent venir ici ? Avec mes collègues élus, le maire de Saint-Médard-en-Jalles, que je salue, Jacques Mangon, le maire de Mérignac, sur le territoire duquel nous étions, on a évidemment répondu non. Si on refuse l'arrivée d'entreprises, elles vont aller ailleurs. Et c'est ça le problème de Bordeaux, c'est que nous ne sommes pas une gigantesque métropole, nous sommes une grande ville moyenne, si je puis dire, 760 000 habitants sur la métropole, 250 000 sur la ville, et donc nous sommes en concurrence. Nous sommes en concurrence avec Bilbao, nous sommes en concurrence avec Toulouse, nous sommes en concurrence avec Barcelone, et si nous ne continuons pas à nous renforcer, à nous muscler, du muscle et pas de la graisse, naturellement, eh bien, nous serons dépassés par la concurrence. Donc, on va continuer cette croissance en essayant de la concilier. C'est ça le grand défi de toutes les politiques que nous menons. Comment croître en gardant une haute qualité de vie, qui est l'attractivité principale de Bordeaux. Parce que j'ai quand même lu quelque part que vous prévoyez encore 100 000 emplois de plus à horizon 2030. Nous avons créé l'année dernière, de septembre 2016 à septembre 2017, 9 900 emplois sur la métropole. C'est-à-dire que c'est le record absolu depuis plusieurs années. Et donc, nous nous sommes fixés pour objectif 100 000 emplois d'ici 2030. Si on continue à ce rythme-là, on peut y arriver. Ça demandera évidemment beaucoup d'efforts et beaucoup de développement dans tous les secteurs que j'ai cités, avec une politique de site aussi. Donc, j'ai parlé de l'OIM, l'opération d'intérêt métropolitain de l'aéroparc. Nous avons une deuxième que nous avons appelée InnoCampus, qui est plutôt appuyé sur l'université, sur le campus, sur le CHU, sur les activités de santé. Et puis nous avons surtout, autour de la gare, la grande opération, elle, d'intérêt national, Euratlantique, qui est la deuxième plus grosse opération d'aménagement de France, après évidemment la région Île-de-France. Et où là, l'ambition, c'est d'attirer un centre d'affaires plutôt tertiaire supérieur sur ce site-là. Donc voilà un peu comment nous souhaitons développer cette offre d'emploi qui est nécessaire, parce que si la population augmente, il faut bien que l'activité économique l'accompagne et qu'on offre des emplois à tous ceux qui arrivent, y compris, c'est un de nos défis majeurs, l'emploi du conjoint. C'est souvent une difficulté. Il faut bien dire que souvent, le conjoint, c'est la femme. L'homme a du travail, il est muté, il a trouvé une entreprise qu'il recrute, et il vient avec sa famille, avec sa compagne ou sa femme. Et c'est là parfois que ça bloque un petit peu. Donc il faut qu'on développe aussi une offre de ce côté-là. Alors vous avez cité les grandes opérations, mais vous faites aussi du renouvellement urbain, vous faites aussi du développement de l'artisanat. J'ai l'impression que ça a pris une place importante, Oui, vous avez raison de signaler que
parmi les grands secteurs créateurs d'emplois, donc j'ai parlé de l'aéronautique et de l'espace, j'ai parlé du numérique, j'ai parlé de la santé, j'ai parlé du tourisme, mais le premier gisement d'emploi, c'est le commerce et l'artisanat, hein, avec une offre commerciale dans Bordeaux intramuros et de façon générale dans la métropole qui est de qualité, et un artisanat qui a des besoins pour se développer. Alors à côté des grandes opérations que j'ai citées, donc l'OIN et les deux OIM, pardon de ce jargon, nous avons aussi lancé un appel à manifestation d'intérêt que nous avons appelé R, sur des surfaces plus petites, d'une dizaine d'hectares, réparties sur l'agglomération et qui ont souvent une vocation artisanale pour attirer notamment l'artisanat du bâtiment, compte tenu du rythme de construction qui est le nôtre ici, qui a des besoins très importants. Sur le logement, j'ai parlé des OIM, je voulais aussi rappeler quand même que nous avons eu la chance à Bordeaux d'avoir dans la ville, dans les limites communales, plusieurs centaines d'hectares constructibles, dans le secteur du lac, autour des bassins à flot, qui avaient été abandonnés par le port, qui a longtemps été délaissé, et puis autour de la gare. Et j'ai donc tracé ce que j'ai appelé mon arc de développement durable. C'était le projet urbain des années 2008, qui a plusieurs pôles. Ginko, c'est une ZAC confiée à Bouygues Immobilier, qui est aux trois quarts achevée aujourd'hui, qui est, je crois pouvoir le dire, une réussite. Ensuite, sous une forme tout à fait originale d'urbanisme négocié, dont on a beaucoup parlé hier soir dans une rencontre au bassin à flot avec Nicolas Michelin, Elisabeth Touton, l'opération des bassins à flot, 4500 logements déjà livrés, une opération qui s'est déroulée, on la voit ici, autour des bassins à flot, en 5-6 ans, qui a fait une rapidité extraordinaire. De l'autre côté du pont Chaban, qu'on voit, non on ne le voit pas là, du pont Chaban, le secteur de Brazza, qui est confié à un urbaniste en chef, Youssef Tomé, qui est ici présent. À côté, Bastide-Niel, autour d'une ancienne caserne. Et là, c'est Willy Maas, un urbaniste architecte hollandais qui est à la manœuvre. Et puis, quand on remonte le fleuve en direction de la gare, deux autres ZAC, une sur la rive droite, Garonne-Eiffel, confiée à TVK, et l'autre, Saint-Jean-Belsier, qui est confiée à nous-mêmes, voilà, sur laquelle Recher a travaillé au début et qui se développe aujourd'hui. Donc voilà un peu les sites sur lesquels se développe la ville nouvelle, sans oublier ce qui se passe à l'extérieur de la métropole. Mon prédécesseur avait lancé un programme 50 000 logements sur les grands axes, sur les grands corridors du tramway, et qui est en train là aussi de se développer aujourd'hui. Très bien. Vous utilisez aussi des outils comme le PLU 3.1, c'est ça Oui, je ne sais pas trop ce que c'est. Enfin, oui, alors je crois que c'est... Ça fait chic. C'est parce qu'on a mis dedans aussi le plan de déplacement urbain, voilà, et le programme PDU, local. Voilà, donc voilà, c'est pas 3.0, c'est encore mieux. Elisabeth et Jacques vous expliqueront ça très bien. Voilà. Avec une dose de volontarisme à l'intérieur de ce PLU, apparemment, pour, en ce qui concerne les zones d'activité... Non, ce que vous dites me ramène au débat précédent où je discutais avec, je crois que la responsable nationale de la Fédération nationale des promoteurs, et on parlait de la densification. Le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui déborde la métropole, qui s'étend à l'ensemble de l'aire urbaine, c'est-à-dire à 1 million d'habitants, et le PLU de la métropole, ont essayé de rompre avec la tendance des décennies précédentes, qui ont été des décennies d'étalement urbain. Il faut bien voir que quand la communauté urbaine a été créée à Bordeaux en 1968, la ville de Bordeaux, en tant que telle, pesait, alors j'ai plus le chiffre exact, je ne sais plus si c'est les 2/3, mais en tout cas la moitié de la population totale de la communauté urbaine. 30 ans plus tard, 1/3. Ça veut dire que la ville-centre s'était vidée de sa population au profit de sa périphérie. Bordeaux a eu, au début du XXe siècle, jusqu'à 300 000 habitants, avec... je ne rentre pas dans le détail, Codéran. Au début des années 90, à peine plus de 200 000. Et donc on avait été l'exemple caricatural d'une agglomération qui s'est étalée complètement. Quand vous arrivez d'ailleurs à Bordeaux par avion, hein, vous voyez les maisons autour de Bordeaux avec des piscines partout d'ailleurs. Donc c'était le fantasme de la petite maison à Saint-Bédard-en-Jalles, sympathique, avec la piscine. On s'est rendu compte que cet étalement urbain avait deux effets, au moins très négatifs. Premièrement, c'est qu'on a mité nos espaces naturels, on a consommé de l'espace.
des espaces sylvicoles, viticoles, naturels, etc. Donc on a bétonné les sols, avec toutes les conséquences que cela comporte. Et deuxièmement, comme Bordeaux est resté quand même le principal pôle d'emploi, ça veut dire qu'il faut que tous les matins on vienne travailler à Bordeaux, d'où les problèmes de congestion et d'embouteillage. Et donc la logique du nouveau SCOT et du nouveau PLU, c'était de redensifier la ville-centre et les centres-villes autour de la ville-centre. Et donc, on a facilité un peu la constructibilité sur ces emprises. Sauf qu'aujourd'hui, ça commence à poser problème. Deux séries de problèmes. Premièrement, certains maires disent très ouvertement « je ne délivre plus de permis de construire parce que si je construis, je suis obligé de faire des équipements et je n'ai pas d'argent ». Ce qui est une réalité. Les équipements, ils sont obligatoires, c'est les groupes scolaires. Il faut commencer par là. Et la réalité, vous avez raison de le dire, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu considérablement les ressources en provenance de l'État, et donc on est obligé de serrer la vis. Et le deuxième facteur négatif sur la densification, c'est la réaction des voisins. Pas dans mon jardin. Vous connaissez donc les recours, etc., la nécessité de négocier en permanence. Voilà. Est-ce qu'il faut renoncer à la densification ? Tout à l'heure, la chef des promoteurs me rendait hommage en disant que je restais un maire bâtisseur. Vous voyez dans quoi l'animateur du débat a rappelé une formule bien connue, maire bâtisseur, maire battu. Donc, il faut jusqu'à présent, ça n'avait pas l'air de trop mal fonctionner. On verra la prochaine fois. C'est vrai que je me suis fixé une perspective jusqu'en 2050, donc Bordeaux 2050. Ça me laisse la perspective de plusieurs élections. Donc voilà, il faut arriver à concilier cette densification et la qualité de vie. C'est possible. Hein. On peut construire haut et bien, et parfois, quand on construit haut, on libère des espaces au sol. Donc, on peut faire des jardins, on peut faire des sentes, on peut faire introduire davantage de nature dans la ville. Il y a aujourd'hui une exigence de la part des habitants qui est de plus en plus forte, qui est celle de la végétalisation de la ville, sous différentes formes. Ça peut être la végétalisation des rues. On demande maintenant de faire des trous dans les trottoirs pour faire pousser des roses trémières le long des façades. Et puis des jardins, bien sûr. Dans le bâtiment aussi, moi j'appelle à l'imagination des architectes, il y en a beaucoup ici, pour qu'on me fasse des immeubles. Alors je sais bien que c'est peut-être parfois une facilité et que c'est peut-être pas très durable, mais avec des arbres partout. Là, voilà. Faites-moi des toits, terrasses. J'ai visité il n'y a pas très longtemps, je n'avais pas fait en 25 ans, la cité Frugès, Le Corbusier. À Pessac, et l'une des règles de Le Corbusier, c'était toit terrasse, toit jardin. Et il y a 50 maisons là, et celles qui sont restées fidèles au plan d'origine ont presque toutes des toits jardins. Aujourd'hui, on m'explique que mettre des jardins sur les toits, c'est impossible, parce qu'il faut beaucoup de terre, que c'est très lourd, et qu'il faut des murs porteurs très, très coûteux. Voilà, donc il faut qu'on arrive à humaniser cette densification, à faire qu'elle soit agréable, aimable à vivre, parce que voilà, l'alternative, c'est l'étalement urbain avec tous ces inconvénients. Jérôme Gauze nous expliquait d'ailleurs ce matin qu'il allait renaturer Mérignac-Soleil, ce qui n'est quand même pas rien. Bon. C'est difficile parce que la ville, c'est pas toujours non plus le végétal. On m'a reproché de ne pas avoir planté des arbres sur la place de la Bourse. Il n'y a pas d'arbres sur la place Vendôme à Paris. Voilà, il y a des endroits urbains qui sont des endroits minéraux. En revanche, les quais, quand j'entends dire qu'on a fait de l'urbanisme minéral à Bordeaux depuis 20 ans, les bras m'en tombent. Les quais, il y a des milliers d'arbres. Et on a planté non seulement la rive gauche, mais aussi la rive droite. On a fait le parc aux Angéliques qui se développe sur plusieurs dizaines d'hectares. Donc voilà, j'ai ce souci, mais la demande sociale, si je puis dire, est extrêmement forte dans ce domaine. Vous évoquiez 2050, donc Bordeaux, qui a toujours le sens de la formule, a lancé BM 2050, une démarche prospective, participative Les deux. Alors on peut se dire que réfléchir à 2050 est un exercice un peu illusoire, avec la vitesse des transformations que nous vivons, presque au jour le jour, comment imaginer 2050 ? Et il est probable que si en 95, quand j'ai été élu pour la première fois, j'avais fait Bordeaux 2018, j'aurais pas pensé à French Tech, par exemple. Voilà.
c'est probable. Donc il y a des tas de choses qui vont se passer, qu'on est dans l'incapacité d'anticiper. Est-ce que c'est une raison pour s'interdire de réfléchir à des scénarios possibles? Moi, l'idée, c'est pas de bâtir un projet, là, clé en main, voilà comment sera Bordeaux en 2050, là on est sûr de se planter. C'est de dire, voilà quelles sont les évolutions possibles ou probables, et en fonction de ces évolutions possibles et probables, comment on adapte nos politiques publiques. Évolution dans quel domaine? D'abord, la mobilité. Comment on va se déplacer? Est-ce qu'il y aura encore des tramways? Est-ce qu'on aura complètement électrifié notre système de transport en commun? Ce que j'essaie de faire et qui n'est pas facile. Est-ce que, je fais sourire tout à l'heure, je suis frappé quand je suis à Paris de voir sur les trottoirs des cadres bien sous tout rapport avec leurs serviettes, leurs costumes 3 pièces sur des trottinettes. Est-ce que la trottinette électrique aura pris une part de marché très importante? Est-ce que les taxis volants seront tout à fait opérationnels? Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la mobilité future? Ensuite, le logement. Qu'est-ce qu'on va habiter? Dans quoi on va habiter? Est-ce qu'ils seront tous avec des toits plantés? Est-ce qu'ils seront à énergie positive? Est-ce qu'on fabriquera plus d'énergie qu'on en consomme? Est-ce que ce seront des logements évolutifs? Etc. etc. Ensuite, l'alimentation. Est-ce que on va produire autour de Bordeaux la totalité des tomates, des pommes, etc. dont on a besoin? Pour les ananas, ça dépendra du réchauffement climatique, mais enfin, c'est pas complètement impossible. Donc, développement de l'agriculture urbaine, c'est aussi un thème important. Comment on va se soigner? J'évoquais tout à l'heure mon expérience de chirurgien avorté. Est-ce qu'on ira, quelle sera la part de la télémédecine? Est-ce qu'on se soignera beaucoup plus souvent à domicile que ce n'est le cas? Comment on va se former? Est-ce que nos enfants resteront à la maison devant leur tablette? Ce qu'à Dieu ne plaise. Enfin, est-ce qu'il y aura des évolutions dans ce domaine? Et puis on peut multiplier les questions. Donc ça, c'est l'aspect prospectif. Et vous avez eu raison de dire aspect participatif. Si cet exercice consiste à organiser une dizaine de grands débats avec des grands chapeaux à plumes venus de Paris pour nous communiquer leur science, on sait faire, c'est très bien, bon, ça nous amènera des idées, mais ce n'est pas ça l'objectif. Est-ce qu'on est capable d'intéresser les Bordelaises et les Bordelais, au sens large, c'est-à-dire tous les habitants de la métropole? Est-ce qu'on va créer une expression? Est-ce que les gens vont dire, tiens, voilà mes idées, voilà ce que j'aimerais? Ça, c'est un vrai défi. J'ai confié à Michel Larucharlu, je ne sais pas si elle est par là, elle était là tout à l'heure, le soin d'animer la mission 2050. Donc il faut libérer la parole. Donc on a un camion 2050 qui a commencé à se déplacer dans les communes pour aller sur les marchés, à la rencontre des gens, les questionner. On a évidemment un site internet avec des cahiers que j'ai appelés d'espérance plutôt que de doléances. On verra quelle est la part respective des deux. Et puis j'ai demandé aux maires, aux 28 maires de la métropole aussi d'animer à leur manière des débats auprès des populations. Donc c'est un exercice qui va se dérouler sur une année jusqu'à Pâques 2019 et on verra si ça marche et s'il y a une vraie participation citoyenne. Pour terminer, en tant qu'élu, vous pensez avoir les moyens de faire tout ça? En tant qu'élu local, d'une grande métropole? Je fais que ça, au matin, midi et soir. Donc, voilà, et les journées sont bien chargées. Très bien. Pas toujours pour des débats sérieux. Ce soir, je sors de la métropole, je vais à Arcachon, je fais un peu de pub, tiens là. J'ai un copain qui me fait rigoler chaque fois que je dîne avec lui, qui s'appelle Robert Charlebois. C'est un chanteur québécois qui doit avoir mon âge et même un peu plus, mais il est beaucoup plus dynamique que moi sur scène. Et il est à Arcachon ce soir, donc je vais lui faire un petit clin d'œil, ça me rappellera mon année québécoise. Et puis poser des jalons pour une extension territoriale. Oui, ça, si je laisse penser à Arcachon, qu'on va les inclure dans la métropole, je ne vais pas être bien reçu. Peut-être pas enchanté. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Alain. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, de bons ateliers et un bon séjour bordelais.